Donc la session, l'atelier que je vais présenter, c'est electricchip.io, où comment nous avons trouvé des moutons électriques sur la route. Donc durant cet atelier, qui va durer 45 minutes, je vais vous raconter la genèse du projet Electricchip au sein de Servbox. Pourquoi on est arrivé à créer ce logiciel open source. Et durant les 30 minutes qui va me rester dans la présentation, je vais faire en live, je vais vous montrer que Electricchip est facile à utiliser et donc je vais coder la configuration pour sauvegarder deux sites que j'ai sur Internet. Un site WordPress qui s'appelle Have Fun with TDD et puis un autre site qui est en Phoenix et qui s'appelle ordinatorinc.com et qui est dédié aux animaux endémiques. C'est un réseau social pour les animaux endémiques. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura peut-être un cadeau à gagner pour certains d'entre vous. Alors, donc on commence. Donc Servbox, c'est une petite SS2I de la région à Aix-en-Provence. Et donc on est des développeurs. Et on a été amené, avec l'évolution de nos clients, à changer nos manières de travailler. C'est essentiellement du développement. On est arrivé avec la modification de nos clients à faire du DevOps. Oula, pardon. Tac. Donc le DevOps, c'est chez Servbox. Donc je vais parler de trois grandes parties. En fait, je reprends en partie la conférence de Adrien ce matin, que vous avez sûrement vu parce que ça le comble. Donc pour la production de code, on retrouve ce qu'il a cité dans sa conférence, du Docker et du Jenkins. Du Docker, ça nous permet d'avoir des environnements de développement pour tous les développeurs qui sont communs et le plus proche des environnements de production. Avant, on utilisait des machines Vagrant, des VM, c'était beaucoup plus lourd. On est passé sur Docker. Et Jenkins, lui, nous sert à écouter notre dépôt Git et dès que des personnes push sur le dépôt, de relancer l'ensemble des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Chez Servbox, en fait, avant de faire du DevOps, on était plutôt dans l'agilité et plutôt dans l'extreme programming. Donc toute la phase d'intégration, c'était déjà pour nous du développement. On intégrait donc ce qui est intégration et déploiement dans des environnements de staging qui sont avec des serveurs qui sont vraiment similaires à ceux de la prod. Pour nous, c'était déjà de la production de code. Dans certaines équipes, c'était différent, mais ça faisait le cas. Et donc nous, toutes les nuits, notre CI déploie dans un environnement de staging notre code. Donc ça, c'est des pratiques qu'on avait. Après, pour le déploiement, ce que j'appelle déploiement, c'est donc fournir à nos clients leur environnement de production. De la même manière, on a réutilisé les outils qu'on avait pour le développement. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que Jenkins nous permet d'avoir un tableau de bord de l'état de notre logiciel et de notre production. Donc, je pense que tout le monde connaît Jenkins. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jenkins dans la salle ? Donc Jenkins, en fait, ça fait des jobs et ça fait un feu rouge ou feu vert quand les jobs ont réussi ou ont échoué. C'est plus ou moins similaire à Travis. Je parle sous contrôle des gens dans la salle. Et donc ça nous permet de voir si les développements sont corrects et en plus de voir si les déploiements en production et en pré-production et en staging sont corrects. Et en plus, pour rendre ça encore plus visible, on a même mis un feu tricolore physique dans la war room, donc dans la salle où on développe, pour que tous les développeurs voient effectivement l'état de notre travail. Si c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Après, comment on trouve où est le problème ? On passe sur Jenkins et on le corrige. Après tout ça, donc il y a la phase des opérations. Donc il y a deux grandes parties, de mon point de vue, pour les opérations. Il y a le monitoring et l'alerting. Donc monitoring, c'est vérifier que les serveurs tournent bien, répondent correctement, qu'il n'y a rien que les process, si les process sont tombés, de les redémarrer. Et l'alerte, c'est tous les alertes de type sécurité,
qui nous préviennent s'il faut mettre des serveurs à jour ou pas. Et donc ça, on a trouvé parmi les choses sur les clouds ou des outils qui étaient disponibles et qui nous convenaient, qui répondaient à nos besoins. En revanche, pour tout ce qui est reprise d'activité, donc reprise d'activité, ça veut dire qu'on a perdu le serveur, donc il faut le remonter. Donc il y a deux grandes choses là-dedans. Il faut reprovisionner un serveur de production. Donc ça, on a déjà des recettes chefs, entre autres, pour le faire. En revanche, il faut aussi faire des backups des bases de données pour pouvoir faire de la reprise d'activité. Et là, on avait un souci parce que sur les 3-4 clients qu'on avait, il fallait répéter 3-4 fois la sauvegarde sur les différents serveurs. Et quand on est développeur, on est feignant, répéter 3 fois, ça hérisse les poils. Donc, il faut trouver autre chose. C'est la grosse problématique des développeurs et le backup. On en est arrivé là. Quand on regardait les solutions existantes, on n'était pas satisfait parce qu'elles étaient un peu lourdes. Elles étaient plutôt tournées vers des sysadmins. Donc on n'avait pas envie d'utiliser ça dans notre process, qui était plutôt un process léger, en fait, au sein de notre boîte. Donc si on fait ça à la main, on se retrouve à faire du bash. Le bash, j'ai essayé encore il y a 2 jours de faire du TDD en bash. J'y arrive pas, je ne sais pas faire. Il faut répéter les configurations serveur par serveur. Même dans les solutions existantes, quand il y a des échecs ou savoir si ça s'est bien fonctionné, ce n'est pas souvent très, très lisible. Et nous, ce qu'on voulait aussi, c'était de pouvoir mettre à disposition de personnes tierces les backups sur le cloud, notamment S3. Et donc là aussi, on n'avait rien trouvé qui nous convenait. Donc, on s'est dit, on va sortir les doigts des poches. Et on a fait Electric Sheep. Donc, pour pallier à l'écriture de bash, on a écrit une DSL. Donc DSL, Domain Specific Language. Donc c'est un langage plus facile d'accès aux développeurs que nous sommes que le bash. Pour faire ça, et c'était l'un des premiers points. Enfin, voilà. Après, pour éviter de l'avoir à répéter l'ensemble de nos configurations sur les différents serveurs qu'on devait backuper, on a décidé qu'il n'y avait qu'un seul serveur qui allait faire le travail. Et c'est sur ce serveur qu'on allait mettre la configuration qu'il allait définir ce qu'on voulait sauvegarder. Et c'est lui qui allait, de manière régulière, récupérer les informations sur les serveurs. Donc avec du SSH, des choses en ce genre. On a fait des notifications. Donc on peut configurer à la fin d'un backup qui fonctionne ou pas l'envoi d'email. Et dans cet email, on a l'historique des commandes qui ont été réalisées durant le backup et si ça s'est bien fonctionné ou pas. Ce qui me permet d'avoir des choses, de voir la taille par exemple des dumps pour voir si c'est à peu près correct et conforme à ce qu'on attendait. Et l'autre point qui nous tient à cœur et qui était nécessaire qu'on mette en place, c'est que nous, on est développeurs, donc tout ce qu'on produit, on aime bien le versionner, le mettre dans Git. Donc il fallait mettre quelque chose en place dans nos fichiers de configuration pour que les mots de passe qu'on écrit pour se connecter aux bases de données, il ne faut pas qu'ils soient en clair. On ne va pas mettre des mots de passe en clair dans les fichiers qu'on va mettre dans Git. Donc on a mis du chiffrement sur les mots de passe. Et de la même manière, quand on met des sauvegardes à disposition sur S3, par exemple, on ne veut pas que si cette sauvegarde part dans la nature, elle puisse être lue par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire. Donc, de la même manière, on utilise, comme pour les mots de passe, GPG pour chiffrer les sauvegardes. Donc aujourd'hui, il y a peut-être d'autres entreprises qui l'utilisent, mais il y a ces trois entreprises qui l'utilisent et qui ont participé à la genèse de Electric Sheep. Donc c'est 3 entreprises qui ont des domaines un peu différents, je dirais,
Il y a SonarSource qui fait le backup de ces bases de données en interne, donc ces bases de données qu'ils utilisent chez eux pour travailler, et ils font le backup de leurs bases de données chez eux. Serbox et SS2I donc on fournit des sites à nos clients, et nous aussi on sauvegarde nos bases de données. Et le troisième, c'est Ilabo, qui est plus une agence web, on va dire, qui, elle, backup l'ensemble de ces sites qu'il fait avec des CMS, principalement avec WordPress. Et là, aujourd'hui, tous les jours, ils sauvegardent l'ensemble de leurs 70 sites WordPress grâce à cet outil. Donc ça a été un changement radical pour eux, où ils devaient, sur WordPress, on peut faire des sauvegardes, mais c'était machine par machine. Donc pour l'utiliser, on peut directement aller sur le Galaxy Started de electricship.io. Donc c'est ce que je vais suivre pour faire le live dans quelques instants. Et on peut contribuer, le code est sur GitHub. Et de la même manière, dans la démarche DevOps, en fait, pour la documentation, on a utilisé ça s'appelle readme.io, qui nous permet, c'est aussi un outil qu'on trouve dans le cloud, qui nous permet de faire de la doc de manière assez sympa pour notre electricship.io, parce que ça nous permet de versionner notre documentation. Ça permet aussi à les gens qui peuvent être amenés à utiliser de faire des demandes d'amélioration ou de faire des tickets sur la documentation qui est pas bien. Donc c'est pas mal. Et aussi, donc je me suis rendu compte en parlant de ce produit durant la journée, c'est que aussi dans readme.io, il y a aussi un forum où on peut poster, on peut échanger et on peut répondre à des questions qui sont posées par les utilisateurs. Donc là, je vais coder. Je vais poser le micro. Donc, est-ce qu'on m'entend ou pas? Oula, c'est un... Donc pour ça, je vais m'amuser à l'enregistrer ma session. Je vais utiliser Electricship, un éditeur de texte classique Emacs. Je vais faire du GPG et je vais utiliser un autre outil qu'on utilise beaucoup dans le développement chez Serbox, qui s'appelle Tmux. C'est le successeur de Screen, ce qui permet de faire du multifenêtrage dans un terminal. Donc j'ai déjà lancé... Ah, non, c'était pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Tac. Donc je vais lancer un terminal. Et je vais aller à l'endroit où... Non, l'idée, hop. Et je vais lancer mon Tmux que j'avais déjà lancé par avant pour préparer la chose. Et donc quand je le relance, en fait, il avait sauvegardé la configuration de Tmux. Et donc là, j'ai 4 fenêtres. Sur la première fenêtre, c'est là où je vais taper mes commandes pour lancer les sauvegardes. Dans la deuxième fenêtre, ça sera mon Emacs dans lequel je vais écrire mon shapefile. Dans la troisième, c'est une fenêtre où je ne vais pas aller, a priori je ne devrais pas y aller, c'est là où j'ai lancé mes deux serveurs web. Et le quatrième, non plus, je vais pas y aller. C'est uniquement un moment dans ma présentation, je vais devoir générer des clés GPG et j'ai besoin d'un logiciel pour augmenter l'entropie de mon système. Donc je vais vous montrer déjà mes 2 sites. Hop, c'est là. Comment je fais pour Escape? Non. Voilà. Donc ça, c'est mon site WordPress, où j'ai quelques articles sur les expérimentations ou les sessions qu'on a pu faire au sein de Serbox en TDD. Et mon ornithorynque.com, qui est mon réseau social pour les animaux endémiques. Donc je vais commencer par sauvegarder mon site. Pardon. Avant de le sauvegarder, il faut quand même que... Hop. Donc quand on arrive sur la home d'Electricship, on arrive sur une page comme ça, sur laquelle on a le Get Started. On va voir le Get Started. Et là, il y a deux possibilités pour l'utiliser. Donc, soit on télécharge un paquet Debian ou Ubuntu. Donc, et l'autre possibilité,
c'est avec... il y a une image Docker qui existe, donc un Docker pool Servbox Electric Chip. Donc ça nous permet de l'utiliser directement. Donc moi, le Docker pool, j'ai déjà fait, donc j'ai déjà mon image d'Electric Chip sur ma machine. Je ne vais pas vous faire la commande. Donc on va passer sur... on a fait dans la documentation des cookbooks en fait, sur des cas d'utilisation que l'on pensait cohérents pour notre produit. Donc on a aujourd'hui 3 cookbooks, un pour Docker, un pour Drupal et un autre pour WordPress. Et puis on a et on peut aussi, on a la doc explique comment on peut sauvegarder des bases de données Mongo, MySQL et Postgres, qu'on verra tout à l'heure. Donc là, je suis sur WordPress. Et donc là, au milieu de la page, faites-moi confiance, j'ai un fichier de configuration que je vais gentiment copier-coller dans mon shapefile, hop, et que je vais adapter ma sauce parce que c'est pas exactement ce que je veux. Donc là, je ne vais pas l'appeler WordPress, je vais l'appeler Have Fun with, hop là, with TDD, parce que c'est comme ça que mon host s'appelle. Je ne peux pas mettre... il faut que je mette l'adresse IP, parce que comme je vais le lancer dans Docker, en fait, il ne va pas avoir accès à... Parce que pour avoir le nom Have Fun with TDD, j'ai dû modifier la configuration de mon réseau et Docker n'aura pas accès. Donc il faut que je lui mette l'adresse. Qui est là. Qui est en 192, 168, 50 et 4. Et là, je me rends compte que je n'ai pas suivi ce que j'avais dit qu'il fallait faire. Hop là. Parce que je vois que pour me connecter à mon serveur distant, j'ai besoin d'une clé SSH. Et donc, je vais devoir la générer. Donc, on va générer nos clés SSH. Alors, pour générer les clés SSH, c'est là, hop. Ah, je n'ai pas sauvegardé, dis donc. Si, c'est dans le Get Started, pardon. Dans le Get Started, un peu plus bas, après avoir téléchargé. Donc, on m'explique comment on génère des clés SSH. C'est du classique. Donc, je vais utiliser l'historique parce que j'ai joué plusieurs fois la démo sur ma machine. Donc là, ici, il n'y a que mon fichier shapefile aujourd'hui. Donc je vais faire un SSH. Ah, c'est pas GenKey, c'est quoi déjà? Keygen, voilà, hop. Keygen, qui va me générer une paire de clés, privées et publiques. Et donc, je vais copier ma clé publique sur mes 2 serveurs, ornithorync.com et HaveFunWithTDD. Donc là, je reprends mon historique de commande. Donc là, je vais copier sur HaveFunWithTDD. Ah non, je me suis trompé de mot de passe. Hop. Et de la même manière, je vais copier sur mon autre serveur qui est ornithorync.com. On donne mon... Hop. Et donc maintenant, si j'essaye de... Hop. Si j'essaye de me connecter en SSH sur mon serveur avec mon login serveur Servbox, avec la clé, voilà, j'y arrive, je n'ai pas besoin de mettre de mot de passe. Donc ça, c'est bien. Donc, je peux revenir à mon shapefile. Mon shapefile. Donc, ma clé, elle n'est pas à ce niveau-là, elle est à la racine, donc elle s'appelle electricity.rsa, ça c'est parfait. Je vais renommer le HaveFun, le WordPress par HaveFun with TDD. Hop. Là, dans l'exemple, on a une commande qui s'appelle Schedule Daily. C'est
C'est quand on le lance en démon Electriship, il va scruter l'heure et s'il y a une commande schedule, il va regarder à quelle heure on lui a paramétré le lancement de la sauvegarde. Donc là, en l'occurrence, ça sera à minuit, mais je ne vais pas le lancer en démon, je vais le lancer directement pas en démon. Et donc, il ne va pas prendre en compte cette commande. Mais donc je pourrais la laisser, mais je vais la laisser d'ailleurs. Le répertoire à sauvegarder, c'est du classique, je ne vais pas le changer, c'est un WordPress classique, donc je ne vais pas le changer. En revanche, je vais changer le host parce que c'est Have Fun with TDD à ce niveau-là. Je ne me connecte pas en route, mais en Servbox, parce que c'est avec Servbox c'est sur le login Servbox que j'ai copié ma clé publique. Et donc là, en fait, j'ai défini dans ressources où se trouvaient mes fichiers que j'allais sauvegarder. La commande remotely, elle va faire une action sur le serveur distant. En l'occurrence, ça va être une commande targz. Et puis quand la commande targz aura fini, je vais demander de déplacer le fichier sauvegardé, la sauvegarde, sur mon poste local en utilisant la commande scp. Et là, de la même manière, c'est avec le login Servbox. Donc là, j'ai créé un premier job qui va me sauvegarder mes fichiers. De la même manière, WordPress, c'est des fichiers et une base de données. Je vais faire la même chose pour sauvegarder ma base de données. Donc la ressource, là, c'est pas directory, c'était pour sauvegarder des ressources de type fichier. Là, c'est une base de données qui a un nom, qui est lequel déjà? Qui est WordPress. Donc ça, c'est bon, le nom est le même. En revanche, le nom du host, je l'ai renommé. À distance, avec toujours le login Servbox, parce que c'est la clé que j'utilise, je vais faire un dump de MySQL. Et donc là, mon user, c'est WordPress, qui est défini dans ma base. Et le mot de passe, c'est aussi WordPress. Je fais un TGZ aussi. Et je déplace en SCP avec Servbox. Je vais sauvegarder. Pardon? Ah, merci. Ça risque pas de marcher. Il y a un autre truc comme je l'ai lancé avec Docker. Et que, comme vous le savez bien, en fait, à partir du moment où on exécute quelque chose dans Docker, en fait, on ne peut plus accéder aux fichiers les data qui sont dans le container. Donc, je vais devoir faire un point de montage et lui dire au niveau du container, dans quel directory je veux qu'il sauvegarde dans mon container Docker, et puis après de monter ce volume pour récupérer les données en fait. Donc je dois rajouter le working directory pour dire où il va faire les backups dans le container Docker. Mais le working directory, c'est dans le conteneur ou c'est Oui, exact. Ouais, c'est dans le conteneur. C'est dans le conteneur. Je vais monter un peu parce que comme ça les gens verront mieux. C'est dans le conteneur. Et donc quand je vais lancer ma commande Docker run, en fait, je vais monter le volume. Là, je suis dans Workspace D-Days Demo. Je vais monter ce répertoire en Electriship parce que c'est là où il va récupérer les clés pour se connecter. Et de la même manière, je monte mon répertoire démo backup avec backup qui sera dans mon container pour récupérer mes backups. Sinon, je vais sauvegarder et mon container va plus être là et je ne vais pas pouvoir avoir accès à mes backups. Et donc après, j'ai la commande servbox avec chip start qui va me lancer mon... Start, ça me paraît bizarre. C'est start ou work? Attendez, excusez-moi. C'est work pour lancer.
Non, c'est ça. Hop, mince. Tac. Oh. Ouais. Je fais work, ça marchera mieux. D'accord. Pourquoi il marche pas? Bon bah voilà, super. Je vais pas le lancer avec Docker, je vais le lancer directement avec. J'ai installé le paquet, je vais le directement installer avec Utility Electric. Donc là, quand je lance donc j'ai installé le paquet, donc j'ai une commande système qui est Electric, donc il va récupérer au niveau où je lance Electric la configuration. J'espère que ça va marcher. Donc là, ça prend un peu de temps à se lancer parce que ma machine est un peu vieille. Voilà. Donc là, j'ai les logs. Donc là, effectivement, il s'est connecté. Il est en train de compresser le répertoire. Hop, c'est fait. Et donc là, ça va être ls. Hop. Là, si je me dépasse dans backup, mince. Donc, j'avais déjà fait des sauvegardes, mais on voit qu'il y a effectivement, il y a un TGZ qui date du 20 novembre, donc aujourd'hui, à 15h51. De la même manière, dans l'autre répertoire, j'ai le dump de ma base de données. Donc là, j'ai ma premier fichier de configuration pour sauvegarder un site WordPress. Donc je vais sauvegarder. Maintenant, je vais vous montrer la centralisation. Donc je vais sauvegarder mon deuxième site. Et j'ai uniquement, dans le cas présent, à sauvegarder une base de données qui est en l'occurrence MySQL. Donc je vais reprendre et je vais le copier au début du fichier parce que comme ça, s'il y a une erreur, on le verra au début. Je vais remettre le working directory au même endroit pour qu'ils mettent les backups au même endroit. Je vais changer le nom. Donc là, c'est host. Il va s'appeler Ornithorynque. Et le hostname, c'est du 92.168.50.5. Donc je backup mon job, je vais l'appeler Ornithorynque. Backup. Ma base de données, elle s'appelle Hello Phoenix. Phoenix. Phoenix Dev. On va y arriver. Et mon host, c'est Ornithorynque. Hop. À distance, toujours avec l'utilisateur Servox, je vais faire un dump de ma base Postgres. Mon utilisateur, c'est Electric Sheep, ici. Et le mot de passe que j'ai mis, c'est password. Nickel. Un grand classique. Donc là, j'ai sauvegardé, mais j'ai sauvegardé sur mon serveur. Donc je vais aussi, de la même manière que j'avais fait un peu plus bas, je vais devoir la copier sur mon serveur local. Voilà. Donc quand j'ai fait ça, je relance. Non, je relance pas là. Ah, dommage. Hop. Je relance le fichier. Et ça marche pas. OTFL Servbox. Pourquoi? Tac, tac, tac. Servbox. Je vais pas déployer la clé. SSH.
copy ID. Ah. Pourquoi il ne veut pas faire là? Bah oui, a priori. Je vais vérifier, c'est une bonne remarque. Oui, c'est pas. Oui, c'est exactement ça en plus. Qu'est-ce que j'ai. Oui. Ah si, hostname. Mais non, j'ai pas spécifié, pardon. Je n'ai pas spécifié la clé pour se connecter en fait. La clé privée que je dois utiliser, qui est Electric à ça. Donc effectivement, il va pas pouvoir se connecter. Hop. Pardon. Ah là là, et voilà, hop. Ah, ça marche mieux. Donc si je reviens dans mon backup de l'autre côté, et ici, hop, non, c'était ornithorynque, DB, et donc on voit pas beaucoup. « 18 novembre, c'est pas bon. Moving. Ah, mince. Et ben pourquoi SCP localhost. Et ben voilà. C'est des backups, je vais essayer. LS. Ah, parce que je l'ai nommé comment? Je l'ai nommé backup, voilà. Donc si je fais un ls moins ornithorynque backup, il apparaît. Bon, c'est pas cool parce que ce que je vous disais, là, moi, ce que j'ai envie, c'est de mettre ce fichier de configuration sur un Git, et là, j'ai password en clair. Donc, problème. Donc, je vais retourner dans la doc qui va m'expliquer comment je vais pouvoir chiffrer mes mots de passe. Donc là, il faut installer GPG sur sa machine. J'espère que vous l'avez installé. Si ce n'est pas fait, je vous conseille vivement d'installer et d'utiliser GPG, notamment pour chiffrer vos emails. Et je vais faire un keygen qui va me générer une clé. Il va me poser des questions. Là, par défaut, c'est une clé que je ne vais pas distribuer parce que ça va être que pour moi. Il y a personne. Je ne vais pas la donner à des personnes externes pour m'envoyer des mails chiffrés ou des choses dans le genre. Donc, je peux prendre par défaut ce qu'il me propose. Hop. Et donc, elle n'expire jamais, c'est pas grave. Nous, ça me convient. C'est correct, oui. Hop. Non réel. Donc là, pareil, je vais reprendre ce qui est défini. Donc, electricity.io pour le nom qu'il me propose. Et l'adresse électronique. Hop. Et je vais mettre ma compagnie. Commentaire, j'en ai pas besoin. Donc là, on est bon. Ah oui. Phase secrète. Aujourd'hui, Electrify n'est pas capable d'utiliser des clés avec des passe-phrases. Donc, aujourd'hui, je suis obligé de mettre ça vide. Donc ça a été généré. Donc là, c'est bon. Après, je vais devoir exporter une clé publique et une clé privée. La clé publique va me permettre de chiffrer mon mot de passe. Et ma clé privée qui va permettre à Electrify de déchiffrer celui-ci. Donc, public. Hop là, elle est là. Donc ça, c'est la commande qui permet de générer la clé. Donc, effectivement, il y a une clé publique qui est apparue. Et ça, private. Et là, j'ai la clé privée. Donc, j'ai mes clés. Comment je les utilise? J'ai directement une commande qui me permet de faire Electrify encrypt à laquelle je vais passer ma clé publique, qui est Electric Chip public, avec le credentials, le mot de passe que je veux chiffrer. Et donc là, hop, il me donne la clé chiffrée.
Et donc c'est celle-là que je vais récupérer là. Donc là, je dois mettre encrypted. Je mets ma clé. Hop. Encrypted. Je vais y arriver. Et donc je dois dire, parce que si, je reviens dans la doc, si j'encrypte, je dois dire avec quoi il doit décrypter le credential. Donc je fais un decrypt et je lui donne de la même manière l'endroit où est ma clé. Et c'est la même. Hop. Où est ma clé privée pour déchiffrer. Hop. Je sauvegarde. Hop. Je retourne dans démo. Ouais, c'est bien ça, exactement. Move, backup. C'est quoi qui est là? C'est Electric Chip. Étoile, point. Et donc là, ça marche. Miracle. Avec un peu de difficulté, mais ça marche. Donc, je ne vais pas faire pour les autres mots de passe parce que c'est exactement la même chose. En revanche, je vais vous montrer aussi qu'il est tout aussi simple de chiffrer les sauvegardes. Et donc là, de la même manière qu'on a défini une clé pour déchiffrer, on va définir une clé pour chiffrer. Mais on va chiffrer avec une clé d'un utilisateur tierce. Et donc moi, je vais utiliser ma clé GPG à moi. Donc c'est une clé. Il faut que je génère une clé publique. Donc je dois l'avoir quelque part la commande. Oui, je devrais l'avoir. Voilà. Donc moi j'ai des clés GPG sur Fabrice Nourrisson, fabrice-nourisson-pitel.fr. Donc hop. Et donc c'est celle-là que je vais utiliser pour chiffrer mes backups. Donc c'est fabrice.public.gpg.ask. Hop. Donc là je lui ai dit quelle clé j'ai utilisée. Et donc, après avoir, donc toujours dans la doc, après avoir déplacé l'archive sur ma machine en local, il y a une commande pour dire que je vais exécuter une commande de manière locale. Et cette commande, ça va être encrypter mon backup que je suis en train de réaliser. Et je vais lui dire de supprimer la sauvegarde qui n'était pas chiffrée. Donc j'ai juste ça à rajouter. Donc je rajoute à la fin. Hop, qui est là. Ah, je n'ai pas copié. Hop. Oh bah non, c'est Electric Chip. Je lance. Et donc, si je vais dans Ornithorynque Backup, donc il est 4h03, donc j'en ai une là, effectivement, et j'ai un GPG. Donc, pour la lire, il y a une commande decrypt, mais moi, comme ma clé GPG, j'ai une passphrase associée, je ne peux pas l'utiliser aujourd'hui. Donc, il y a aussi la commande GPG pour le faire. Donc, GPG out de... C'est ça que je dois mettre? Oui. Non, je dois mettre là où je veux le mettre. Donc, DB TGZ, moins D, hop, moins D de Hello, 15h03 GPG. Donc là, il me demande ma clé GPG, ma passphrase, pardon. J'ai réussi du premier coup. Et donc là, effectivement, j'avais mis un moins D. Bon. J'ai ma base de données, je l'ai déchiffrée. Donc, je ne sais pas si
Je suis à peu près dans les temps. Un peu galère. Et donc, j'ai réussi en moins d'une demi-heure à sauvegarder 2 sites, de faire backup de 2 sites de manière centralisée. Donc voilà, et je pense, hop là, j'aurais pu le, hop, ça on l'a vu. Donc là j'ai un shapefile qui correspond à celui-ci. Ah, il fallait que je... Et donc, si ça vous intéresse et que vous voulez l'utiliser et que aussi le logo vous plaît, sur le compte de Servbox, il y a mon Sébastien qui va tweeter là-dessus. Et en fait, le premier retweet sur Electric Sheep, sur le compte Servbox, gagnera le même t-shirt que moi. Et le 20e, RT, gagnera aussi un t-shirt. Donc si vous voulez gagner un t-shirt, allez sur le compte Twitter de Servbox et retweetez le message posté par Sébastien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et les backups sont importants et ils méritent votre amour. Donc faites comme nous. Donnez de l'amour à vos backups. Merci. Un peu en retard, et oui. Ouais. Là, en fait, alors, je me suis rendu compte en faisant la démo aujourd'hui, je ne me suis pas rendu compte en le faisant chez moi. Quand tu fais un TGZ, on peut rajouter une option après le TGZ pour dire je vais supprimer ma source. Donc là, elle ne va pas exister. En revanche, là, elle va exister. Et je crois que là aussi, pareil. Si, tu peux faire le chiffrement avant le move. Tu peux le faire. Exactement. Là, en fait, la commande, on a des commandes. J'étais assez rapide, effectivement, sur comment fonctionnait l'outil avec les commandes et tout ça. Mais en fait, là, on voit que les commandes vont être exécutées de manière distante et là, de manière locale. Et donc, le encrypt, si je le mettais au niveau du remotely, il pourrait encrypter de manière distante, mais il faut qu'il ait la clé IDOAN sur le serveur distant pour qu'il puisse encrypter. Voilà. Oui. Là, on a encrypté les mots de passe parce qu'on les connaissait, parce qu'ils étaient écrits parfois sur ton papier, Ouais. ils sont certainement écrits dans nos specs. Mais imagine que sur ton WordPress, le mot de passe il est contenu dans un fichier, et tu peux l'encrypter manuellement. Tu peux récupérer le mot de passe qui est écrit dans ta config, dans ton www, wp-config. Donc, comment on récupère un mot de passe dans un fichier pour l'utiliser en tant que mot de passe continu? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas. Et je dirais aussi que, en fait, pour sauvegarder les bases de données, il faut mieux créer des utilisateurs spécifiques qui ont le droit uniquement à un accès en lecture, voire juste à pouvoir faire des dumps. Les bonnes pratiques, c'est ça. C'est ça que je conseillerais, de créer un nouvel utilisateur qui n'a que ces droits-là, de faire des dumps. Donc c'est pour ça, oui. Attends, je passe le micro peut-être. Ouais. Aller analyser le fichier de config à distance sur le serveur, ça semble un peu compliqué. Cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le shapefile, le fichier de configuration, on n'est pas limité par la DSL. La DSL est là pour exposer des commandes et des transports en fait, qui permettent de rendre le truc facile. Par contre, c'est du code, et en l'occurrence, c'est du code Ruby. Donc on a la possibilité de scripter tout un tas de trucs si on a envie, d'ouvrir des fichiers CSV, etc. pour scripter le backup. Donc pourquoi pas aller faire de l'analyse de fichiers de configuration ou ce genre de choses en fait. Exact. Absolument.
Ouais, tout à fait. Par exemple, sur des configurations où on a des configurations identiques, ou en tout cas très proches, sur, mettons, 80, 90, 100, 1000 serveurs potentiellement, si vraiment elles sont similaires, on peut typiquement lister les noms d'hôtes, les usernames et les passwords, par exemple, dans un fichier CSV, aller ouvrir le fichier CSV, exécuter 1500 backups comme ça, avec juste une config qui est identique. Donc c'est purement du code en fait qui va être évalué. Et c'est aussi dans la philosophie du produit, c'est de proposer une DSL, mais après de laisser les développeurs, d'ouvrir les possibilités des développeurs pour pouvoir faire répondre à des use cases particuliers. Voilà. Et, ouais, tout à fait, c'est la même philosophie. Non, aujourd'hui, on ne gère pas la restauration, en fait. Voilà. Si vous voulez en parler, on peut en parler après, parce qu'il y a Grégory qui... vous pouvez rester pour voir Grégory aussi. Vous devez rester pour voir Grégory. Mais si vous voulez plus d'informations, moi, je vais devoir vous quitter, donc je ne vais pas pouvoir rester... Mais il y a d'autres personnes qui sont tout à fait ouvertes, notamment Jean-François, pour répondre à toutes vos questions.